Quelle semaine sur les marchés financiers, la volatilité est revenue, portée bien entendu d'abord par le deal passé entre Donald Trump et l'Union européenne. On a également Jérôme Powell qui se refuse toujours à baisser les taux et évidemment on a eu une avalanche de publications qui ont également contribué à cette volatilité. Alors comment les marchés vont réagir pour le restant de l'été et notamment surtout le mois d'août, c'est toute la question à laquelle nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine Ursula m'a tué. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil. Pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux, eh bien vous pouvez me retrouver sur tous ceux qui sont affichés sur l'écran. Pensez toujours à activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo sur YouTube. Et pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en matière de formation, vous avez plusieurs espaces à votre disposition. D'abord, eh bien, l'espace membre. Alors, j'ai pas mis à jour, mais en réalité, on est plus de 800 désormais sur l'espace membre. Donc, c'est un espace tout simplement avec des modules, des petits modules de formation, des mini-modules de formation un peu intemporels pour vous former tranquillement sur tous les sujets de la bourse, mais également de la gestion privée de l'immobilier, de la banque. Cet espace a été enrichi, mais va être surtout beaucoup enrichi là le mois qui arrive, donc n'hésitez pas, bien entendu, c'est gratuit pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous le savez, vous avez nos programmes d'accompagnement, le programme MTT Trading Premium et le nouveau programme à bas prix qui est MTT Découverte pour accéder à l'ensemble, plutôt à l'essentiel des marchés. Je remercie chaleureusement, comme d'habitude, mes partenaires qui me permettent eh bien, de faire tout ceci et de vous proposer ce tas de contenus absolument gratuitement. On passe à la vidéo parce que la vidéo elle est très chargée les amis. Il y a une actualité folle, chaude, comme l'été d'ailleurs, même si ça s'est un petit peu refroidi, contrairement au marché. Donc voilà, la miniature un petit peu provocatrice sur cela m'a tué évidemment. Donc on parlera comme d'habitude du CAC et du CAC Small. On parlera de pas mal de valeurs européennes, donc j'en ai rajouté encore. Il y aura beaucoup de valeurs. Il n'y aura toujours pas la citation, la question de la semaine. Parce que voilà, on est focus sur la macro et on est focus bien entendu sur les titres, surtout là on vient de traverser 15 jours de publication, donc ça a beaucoup bougé. On parlera bien entendu du luxe avec Hermès, on parlera de Air Liquide, on parlera de L'Oréal, LVMH, Kering, Thales, Stellantis, Bouygues, Vinci, Ipsen, Métropole, TV, CM6, Airbus, Danone, ASM International, Reward Media, qu'on suivait, Nexity, Ramé, Rémi Cointreau, Pernod, Ricard, Nexens. On parlera également de la Française des Jeux de Téléperformance qui a publié, qui se fait massacrer d'ailleurs ce matin, Forvia, Alstom, Accor également, qui a beaucoup baissé, Antin Infra également, Katana Assystem, XFAB, Alp et compagnie, très belle publication d'ailleurs de Alp et compagnie, Clariane, on partira aux États-Unis avec Meta, belle publication également, Novo qui est véritablement massacré, Ferrari qui a baissé, Tesla qui est dans une congestion, PayPal qui a baissé également suite à la publication mais qui est toujours dans son range, Alibaba qui également construit et Nvidia dont on fait le suivi. Il y aura 3 titres à suivre pour la semaine prochaine, pour les prochaines séances, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a 3 titres, un spéculatif, un moyennement spéculatif et un pas trop spéculatif. Donc il y en aura pour tous les goûts. On terminera comme d'habitude par le screener Trend Following. Donc je perds pas de temps parce que c'est une grosse vidéo. Il y a tellement de choses à dire, bien entendu. Alors on attaque avec tout d'abord le résumé donc de la semaine. J'en profite pour activer ma caméra. Me voici, me voilà. Donc résumé de la semaine,
je trace sans plus attendre avec d'abord toujours ce qui guide bien entendu toujours le fond pour moi de la psychologie des foules, c'est la saisonnalité. Et donc après avoir eu un mois de juin et un mois de juillet dans l'ensemble selon la saisonnalité plutôt favorable, nous arrivons dans une période qui va, vous le savez, l'être probablement statistiquement, plutôt que probablement, statistiquement, enfin les deux, probablement et statistiquement, moins. Donc c'est une des raisons qui fait que je vous ai exposé mon scénario la semaine prochaine d'une baisse. Donc merci d'ailleurs, parce que souvent en général quand je parle d'une baisse après surtout avoir été pendant des mois et des mois et des mois à l'achat, souvent ça peut arriver d'avoir des commentaires négatifs. Là par contre ce qui a été agréable c'est que voilà, beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages en me disant bon ben voilà, j'ai vu que tu étais un petit peu plus prudent, donc j'allège un certain nombre de positions. Ces derniers jours potentiellement effectivement ont validé ou ont confirmé cette baisse. Maintenant, voilà, on n'est pas non plus sur quelque chose de très 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 violent quand on prend du recul, mais ça, je vais y revenir et encore une fois, je vais encore redévelopper pour les nouveaux le scénario principal. Mais le scénario principal, si vous voulez, est un aboutissement d'une réflexion dont la saisonnalité fait entièrement partie. Et donc c'est pour ça, je commence toujours par là. Et donc voilà, mois d'août, plus compliqué, mois de septembre, très compliqué. Généralement sur les marchés, c'est la même chose pour le Nasdaq qui a effectivement beaucoup moins de probabilité d'être haussier. Quand on regarde indice par indice, je sais que vous aimez bien, eh bien vous avez ceci, donc nous sommes bien tout simplement ici, hein, au début du mois d'août. Donc voilà, là on est sur le Dow Jones, donc le Dow Jones peut voilà, potentiellement encore monter un petit peu selon la saisonnalité, mais on voit que voilà, après c'est beaucoup plus compliqué. Je parle bien évidemment aussi de la deuxième partie du mois d'août, mais également la partie du mois de septembre, et également la grosse partie du mois d'octobre qui est un petit peu en zigzag. Donc voilà, c'est un petit peu généralement ce qui se passe sur le dos. C'est également ce qui peut se passer sur le Nasdaq, qui a énormément progressé. Il y a beaucoup de gens qui se jettent sur la moindre baisse, je vois, sur les réseaux sociaux. J'y reviendrai, ça aussi, j'en parlerai, parce que il faut faire attention. Bon, le Nasdaq, évidemment, c'est l'indice le plus fort sur ces dernières années, donc et même depuis sa création, donc sur les indices principaux, hein, je parle. Donc, évidemment qu'il a tendance à moins chuter. Malgré tout, on voit que lui aussi, voilà, sur le mois d'août, généralement, c'est beaucoup de zigzags jusqu'à la rentrée, et ensuite, on a également une baisse qui est plus ou moins subie. On a la même chose pour l'indice allemand, le DAX, qui également subit cette baisse, lui, dès le mois d'août. Hein. D'ailleurs, on l'a vu, il a commencé à corriger. D'ores et déjà, est-ce que ça va se poursuivre ou pas? On va en parler et on va faire des scénarios sans avoir de certitude, évidemment. Malheureusement, je n'ai pas la capacité de prédire l'avenir, mais en tout cas, on peut s'y préparer. C'est ce que je vous explique souvent. Le CAC, donc notre cher ami le CAC 40, bah, lui, c'est pareil, beaucoup de volatilité. On le voit, regardez, l'avant-dernier jour du mois d'août, comme d'ailleurs ce qu'on a eu depuis 2 jours, bah, derrière on a une grosse chute, donc on peut avoir des rebonds, mais on sait que, voilà, globalement, la saisonnalité est plutôt négative. Je fais un petit point maintenant sur la conclusion donc, de ce mois de juillet. Je remercie mon ami Antoine, qui est le statisticien sur MTT, et qui nous sort des graphes super. Vous savez que j'aime bien moi les stats, même si ça fait pas tout, bien entendu, mais j'aime bien. Et donc, bon, ce mois de juillet a été, je dirais, dans la lignée finalement sur le CAC 40 de ce qui s'est fait. On avait une moyenne générale sur les 10 dernières années de plus 2,3%, on a fait 1,4%. Un mois vert comme la majorité des cas, mais pas non plus foufou. Donc c'est globalement ce qui s'est passé. La surprise, mais qui s'explique aussi, c'est bien évidemment l'écart de performance avec le CAC Small, qui lui a explosé les records, et qui a continué d'ailleurs, hein, après notamment Abivax, l'affaire Abivax dont on a parlé la semaine dernière. Donc on a une performance absolument exceptionnelle, mais encore une fois, c'est porté surtout par Abivax, qui a en plus derrière apporté un certain nombre de biotech, et comme il y en a un petit peu dans le CAC Small, voilà, tout ça a fait que cela a contribué avec cette performance sur le mois de juillet, et a contribué également avec l'accélération encore de la surperformance et l'écart de surperformance du CAC Small par rapport au CAC 40. Donc vous avez un CAC Small qui fait plus 50% de performance donc sur le premier semestre, c'est exceptionnel.
exceptionnel. J'ai pas souvenir, encore une fois, que ce soit arrivé. C'est peut-être arrivé sur la période post-Covid, mais on regardera, mais voilà, en tout cas c'est un événement très rare. Et l'écart de surperformance entre le CAC Small et le CAC 40 c'est évidemment agrandi encore. Donc alors il faudrait faire le cumul, mais grosso modo on doit avoir entre 30 et 35 points d'écart. Ou 30 ou 40 points d'écart, je sais pas, bon bref, en tout cas, c'est un écart absolument considérable. Rarement on a ces écarts-là, surtout ces dernières années, mais ça aussi c'est un événement qu'on avait un petit peu beaucoup même anticipé, puisque on le disait, ce qui a beaucoup porté le CAC sur les années 2020, enfin post-Covid jusqu'à 2024, c'était la résilience du luxe, qui était un petit peu le seul secteur qui résistait. Et ce luxe-là, eh bien, malheureusement, ces derniers mois, n'a pas résisté. Et on le voit, et on va y revenir, notamment avec la publication de Hermès, etc. Même les plus fortes, même Ferrari, même les plus fortes, on voit qu'elles commencent un petit peu à souffler, et malgré tout, elles commencent aussi à sentir un certain nombre de petites difficultés. Donc voilà un petit peu pour ça. Alors, quelle sera la performance du mois d'août? La performance du mois d'août, lorsqu'on regarde un petit peu, déjà il y a plus de rouge, hein, déjà visuellement ça marque un petit peu. Sur le CAC 40, on a une moyenne sur les 10 dernières années qui est à moins 1,3% avec des probabilités de 7 sur 10 de finir rouge. Donc voilà, ça donne un petit peu le ton. Donc encore une fois, le mois d'août n'est pas forcément si catastrophique que ça, parce que moins 1,3% de moyenne, c'est pas non plus cata. Voilà. Sur les small, c'est également plutôt rouge, mais c'est pas non plus foufou. Je dirais même c'est plus résilient sur les small que sur le CAC 40, puisque c'est une performance moyenne sur les 10 dernières années qui est de moins 0,5%. Et on a à peu près 50-50 entre les années rouges, le nombre d'années rouges sur les 10 dernières années, et le nombre d'années vertes, 5 contre 5. Évidemment, ce qui nous a également porté, vous l'avez vu, au-delà de l'actualité sur laquelle on va revenir, dans la partie géopolitique, macroéconomique, etc., c'est d'abord, bien entendu, les publications. Donc, on a passé un gros bout, hein, sur les publications, et on va enfin, donc on était là, on va enfin passer à des choses beaucoup plus calmes sur les 3 à 4 prochaines semaines. Ça reviendra sur la fin septembre, mais voilà, globalement, on va respirer un petit peu. Donc ça, c'est le nombre de publications hebdomadaires au troisième trimestre, donc pour le premier semestre, si vous voulez, pareil. Donc France, Belgique et Pays-Bas additionnés. Et bon, évidemment, hein, cette semaine, on a eu beaucoup de publications. Aux États-Unis également, qui ont eu des impacts logiquement directs sur les indices et notamment sur le Nasdaq. Donc il y a eu, bon, on va pas les passer une par une, hein, évidemment, mais il y a eu des belles publications avec notamment Meta qui a ouvert, je crois, à plus 11 ou plus 12, terminé à plus 11 ou plus 12 hier, donc ça a quand même aidé le Nasdaq, même si le Nasdaq a reculé, je crois qu'il a même fini rouge hier. Microsoft également, très belle publication. Alors, je mets un petit bémol quand même hein, par rapport à ces publications américaines qui ont été pour une immense majorité, c'est du jamais vu d'ailleurs, tiens je vais vous mettre le graphique suivant, voilà, sur ces derniers semestres et trimestres, c'est presque du jamais vu, c'est-à-dire que on a eu une surperformance par rapport à ce qui était attendu en termes de consensus. Mais je mets un bémol parce que je trouve que les analystes avaient des estimations qui étaient relativement basses. Donc, à pondérer quand même. D'ailleurs, le marché n'est pas complètement stupide puisque les publications qui ont largement battu un certain nombre d'avis d'analystes, elles ont été parfois achetées sur le moment, mais vendues dans un second temps. Donc, prouve encore que le marché est content, mais il n'est pas complètement stupide. Donc voilà un petit peu par rapport à ça, et bien entendu, on va parler du deal entre Donald Trump et l'Europe, et Madame Ursula von der Leyen, et non pas Van der Leyen, moi je fais souvent l'erreur, c'est von der Leyen. Et donc voilà, cette réunion a abouti sur un accord historique entre les États-Unis et l'Union européenne, donc un accord de droits de douane généraux de 15%. Le président américain Donald
Trump et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont arraché dimanche en Écosse un accord douanier prévoyant que les produits européens exportés aux États-Unis seraient taxés à 15% à l'issue d'une réunion éclair. C'est le moins que l'on puisse dire. Je pense que d'ailleurs tout était déjà ficelé avant. Les États-Unis vont imposer droit de 15% sur les produits européens importés. Et c'est le « et » qui est important pour moi, l'Union européenne s'est engagée à 750 milliards de dollars d'achat d'énergie et 600 milliards d'investissements supplémentaires aux États-Unis. Donc, si vous voulez, au-delà des droits de douane, qui évidemment vont faire mal à l'Europe, vont faire également probablement mal aux États-Unis. C'est là où pour moi le calcul n'est pas forcément totalement bon pour Donald Trump, mais bon, qu'importe. Là aussi c'est intéressant de regarder les avis, notamment des économistes qui sont très différents. Parce que tout simplement on a du mal, ils ont du mal, les économistes, à voir véritablement l'impact. Alors moins vous imaginez, c'est très flou, donc on verra évidemment, mais ce que je veux dire c'est que autant évidemment que l'accord est en faveur des États-Unis, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de sujet là-dessus. Même si certains veulent essayer de démontrer le contraire, il faut quand même sacrément déranger pour nous expliquer que c'est un deal qui est en faveur de l'Europe. Par contre, les conséquences de ce deal-là, en effet, peuvent être moins bénéfiques aux États-Unis que ce qu'il n'y paraît. Voilà. Et ça, je vais m'arrêter là dans le raisonnement parce que c'est complexe et que honnêtement, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas les compétences pour développer tout ça. Mais voilà, il faudra voir. Je pense qu'également, dans une réflexion un petit peu plus large, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de la part de Donald Trump d'affaiblir une Europe qui est déjà à genoux. Parce que ça peut avoir deux effets aussi. Le premier, c'est de l'achever. Et ce ne sera pas une bonne nouvelle pour les États-Unis. Le deuxième, ce qu'on espère tous, c'est le réveil de l'Europe. Donc, en réponse à ce que certains ont dit sur les réseaux sociaux, sur lesquels je ne suis pas d'accord, certains disent oui, mais de toute façon, qu'est-ce que Ursula von der Leyen aurait pu faire d'autre que d'accepter ce deal? Mais le reproche qu'on fait à l'Europe et au gouvernement européen, ou à Ursula von der Leyen et ses amis, c'est pas d'avoir accepté ce deal ou d'avoir cédé à ce deal-là, parce qu'en effet, sur le moment, c'est compliqué avec les moyens que l'on a de refuser quoi que ce soit. Mais ce qu'on leur reproche, en fait, c'est de ne pas s'y être préparé, c'est de ne pas avoir anticipé, c'est d'avoir désindustrialisé l'Europe, c'est d'avoir abandonné finalement un projet européen qui, au départ, était un projet avec beaucoup de choses positives. Donc, ce que j'espère, moi, à titre personnel, parce que vous le savez, je suis quand même quelqu'un d'assez optimiste, ce que j'espère, c'est que ça va être pardonnez-moi, un coup de pied au cul à tous ces dirigeants européens pour leur dire, bon ben les gars, il est temps, enfin les gars et les dames, puisqu'il y a des dames aussi bien sûr, mais c'est le moment de se bouger les fesses pour faire une Europe différente sur tout un tas d'aspects et surtout une Europe plus forte. Donc voilà, donc moi si vous voulez, pour moi ce deal passé entre l'Europe, l'Union européenne et les États-Unis, c'est une conséquence, pas une cause. C'est une conséquence de tout un tas de décisions au préalable qui nous ont amenés effectivement à être dans l'obligation de céder aux exigences de Donald Trump. D'ailleurs, je suis pas sûr que Donald Trump soit si anti-européen que ce que les médias veulent bien le dire. Je me demande même, on le voit dans les paroles, il fait beaucoup de reproches à l'Europe. Hein. Il parle notamment d'immigration, il parle de la gestion, il parle des dirigeants, il tape beaucoup sur Emmanuel Macron notamment. Donc, quelque part, je pense aussi que il est aussi quelque part, je l'espère en tout cas, c'est ma vision positive, j'essaie toujours de trouver une vision positive. Alors, évidemment, je ne suis pas du tout fan de ce qu'a fait Donald Trump, étant européen, étant français, mais je me demande si c'est pas un peu aussi quelque part, il essaye pas de piquer un petit peu cette Europe et ses dirigeants européens. J'espère en tout cas que, peu importe si ça fait volonté ou pas, mais j'espère que, in fine, c'est bel et bien ce qui va arriver. Donc voilà, ça c'est la page, donc vous voyez il y a beaucoup d'actualités, les publications et la page sur ce fameux deal soi-disant historique. Et puis bien entendu, il y a toujours cette histoire entre Trump
et Powell, avec l'image, vous avez vu, je vous ai mis sur Twitter la vidéo unique des échanges entre Trump et Powell au siège de la banque centrale américaine, de la Fed. Et donc, effectivement, Powell, cette semaine, il a réaffirmé sa volonté de ne pas baisser les taux, voilà, et donc ça continue, on continue dans ce même immobilisme de la Fed. Donc la Fed maintient ses taux échangés, Jérôme Powell défend son indépendance face à Donald Trump. Donc on a quand même, encore une fois, pour moi, quand même un aspect politique qui se joue là. Et donc voilà. Et quand même, moi, il y a un truc quand même qui m'a surpris, si vous voulez, au-delà du fait que Powell veuille garder son immobilisme, c'est que voilà. Bon, d'abord, voilà, notant que beaucoup d'incertitudes, ce qu'a dit Powell, sont encore à lever, mais le monde est né et mourra avec des incertitudes concernant les répercussions des nouveaux droits de douane. Le président de la Banque centrale américaine a comme attendu, laisser les taux d'intérêt échangés. La Banque centrale des États-Unis, la Fed, a sans surprise laissé ses taux d'intérêt échangés pour la 5e fois de suite. Une décision marquée, c'est là où c'est intéressant, marquée par la rare opposition de 2 gouverneurs qui, eux, souhaitaient une baisse. Donc les investisseurs avaient largement anticipé ce statu quo, mais les propos de Jérôme Powell leur ont donné à penser que ce scénario risquait de se répéter lors de la prochaine réunion en septembre. Donc là où les marchés disaient, je crois qu'il y avait à peu près une chance sur deux pour que Powell fasse quand même une baisse de taux à la rentrée, et bien là, pour le coup, ça disparaît. Donc à Wall Street, après une session globalement dans le vert, les indices se sont très légèrement retournés à la baisse, et aussi, bien entendu, le lendemain avec la publication de Meta notamment. De Meta, donc, qui a permis aux indices de se maintenir à flot, notamment le lendemain, malgré la baisse en fin de séance. Donc voilà, si vous voulez, pardonnez-moi, on est dans ce contexte-là. Toujours pareil, avec quand même des valorisations, et je vais y revenir là aussi dans cette vidéo, parce que on a des valorisations quand même qui sont pour moi assez fortes. On le voit sur les PER moyens par région. Vous avez les États-Unis, vous avez le monde, vous avez le Japon, vous avez tout qui est affiché. On voit que les États-Unis, on est à 23 ici, donc c'est quand même élevé. C'est dû pareil au même ici avec ces estimations et ces niveaux, hein, et on le voit par rapport à la valorisation. On voit ce graphique est très intéressant. On voit que effectivement entre 22 et 24, on est plutôt sur des zones, on le voit, des zones hautes de valorisation, et à contrario, les 18, les 16, voire même en cas de catastrophe les 14, sont plutôt des niveaux d'achat. Donc là aussi, c'est assez intéressant de signaler ça. C'est pas différent hein, sur d'autres graphiques de valorisation. Ici, vous avez ce qu'on appelle le Shiller Cap Ratio, qui a été un indicateur inventé par un prix Nobel, M. Shiller, et donc qui mesure, si vous voulez, le rapport entre le prix du S&P 500 et la moyenne des bénéfices réels sur 10 ans. Et on voit que voilà, là aussi, effectivement, alors certains disent oui, mais on peut aller encore plus haut, on est allé plus haut en 99 et en 2000. Oui, c'est vrai, mais enfin, bon, la marge, elle n'est pas énorme, et puis on voit qu'on est quand même très élevé. Donc, attention, encore une fois, attention à tout ça, parce que il peut y avoir des surprises sur un certain nombre de valorisations. Encore une fois, et on le sait, la saisonnalité ne va probablement pas aider tout ça. On parlera d'économie très bientôt à la table des investisseurs avec un nouvel intervenant qui va venir nous présenter une théorie d'ailleurs sur la Fed qui est très intéressante. Je vous rappelle que bien sûr cette newsletter est gratuite. On aura également le suivi du portefeuille Forteresse. Ça va être intéressant de voir dans la volatilité comment a réagi le portefeuille Forteresse. Vous avez vu cette semaine le rapport avec la lettre mensuelle aux investisseurs qui est toujours un immense succès. C'est le plus gros taux d'ouverture sur notre newsletter, donc un rapport de plus de 40 pages, donc sur tout un tas, bien entendu, de sujets. Je vous rappelle que la table des investisseurs, c'est une lettre qui est gratuite et qui est envoyée, allez, on va dire 2 à 3 fois par semaine, même si l'été, j'essaye d'être un peu moins actif pour préparer justement celles qui vont arriver à la rentrée. Donc bien sûr, je vous mets l'accès en lien. On passe, si vous le voulez bien, à donc notre cher ami, le CAC 40 dans un premier temps et les indices.
Alors, d'abord, comme d'habitude, on essaye d'abord de faire un point long terme. Toujours très important de comprendre où nous en sommes. Donc sur un point de vue long terme, on en est là. On est pour moi toujours dans cette espèce d'immense range entre les 6007, 6008 et la borne haute pour la borne basse et la borne haute entre les 8002. Donc vous avez, voilà, grosso modo, ce range qui s'effectue sur un horizon long terme. On est en plein milieu de ce range. On a quand même en mensuel une belle réduction de la volatilité. On a terminé le mois de juillet au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours. Là, on commence le mois d'août légèrement en dessous. Donc, voilà. Pour moi, quand même, sur du long terme, on reste sur de la neutralité. Et vous verrez que quand on va zoomer sur les autres unités de temps, ça nous dit un petit peu, à quelque chose près, la même chose. Le long terme est donc assez neutre. Le moyen terme, c'est-à-dire en hebdo, lui, alors on verra encore une fois, il faut attendre la bougie clôturée. Donc on verra, comme d'habitude, bien entendu, à 17h30. Mais pour le moment, effectivement, la bougie, elle n'est pas très jolie. On a retourné la moyenne mobile à 10 jours et on est dessous. Donc on est pour le moment en flux négatif sur de moyen terme. Et enfin, à court terme, bien sûr, avec la baisse du jour, et celle d'hier, nous sommes également en flux négatif. On tente de sauver, on verra à la clôture ce soir, on tente de sauver effectivement la moyenne mobile à 200 jours, mais c'est compliqué. Alors, quelqu'un m'avait demandé qu'est-ce que je voulais montrer, c'était mercredi soir. Mercredi soir, je vous parlais d'un phénomène qui était un double inside bar. Qu'est-ce que c'est un double inside bar? C'est une bougie, celle-ci, qui est à l'intérieur de celle-ci, qui est elle-même à l'intérieur de celle-ci. Et ce que j'expliquais, si vous voulez, dans le tweet, c'est que lorsque l'on a ce phénomène-là, il y a d'immenses probabilités, je le dis, il y a d'immenses probabilités que le mouvement qui suit soit très violent. C'est ce qu'on avait eu précédemment. Alors, on peut backtester, hein, d'ailleurs. Petit clin d'œil à Trado. Si un jour ils vont nous backtester ça, ce sera un grand plaisir. Vous avez eu ce double inside bar ici. Donc, derrière, regardez le mouvement qui a suivi. Mouvement très violent, très directionnel. On en avait eu également un ici après la chute du mois d'avril. Et derrière, regardez, mouvement très directionnel. Donc, est-ce qu'on peut prédire le sens du mouvement? Non. Mais comme je vous l'explique souvent, certains ont du mal encore à en comprendre, je dis certains parce qu'il y en a moins en moins quand même, c'est qu'on s'en fiche parce que ce qui compte c'est le ratio gain-risque. Donc l'invalidation, quand vous avez une réduction de volatilité comme ça, elle est très courte. Et par contre, on sait que derrière, le mouvement est très puissant. Donc ça, c'est toujours très intéressant. Et ça va pas louper pour la troisième fois. Regardez, derrière, le mouvement en 2 jours, en 2 jours, vous avez une baisse de 300 points. C'est pas rien hein, pour le CAC 40. Donc voilà, vous avez un gap ici potentiellement à aller chercher. Donc nous verrons. Il faut pour moi tenir hein, cette zone-là vraiment pour sauver les meubles. Prudence, voilà. Moi je le disais depuis un petit moment. Sous les 7007, on est prudent. Donc attention, même si on a potentiellement un pullback ces prochains jours, il faut faire gaffe parce que pour moi, derrière, on peut avoir une nouvelle attaque baissière. Voilà. On peut avoir une nouvelle attaque baissière. J'espère que ce ne sera pas le cas, mais on peut. Donc attention quand même. Tant qu'on ne réintègre pas les 7700 points, on reste quand même vigilant. Et 7700 et la moyenne mobile à 10 jours. Ok. Donc voilà. Quels sont les risques qu'on continue à baisser? C'est difficile à dire. Mais en tout cas, oui, le signal, pour moi, il est quand même pas top. Donc voilà, on peut très bien avoir aussi, hein, à l'image de la saisonnalité, hein, on peut très bien avoir quelque chose qui nous fasse un peu comme ça pendant le mois d'août, avant septembre, octobre, avant d'avoir pour le coup éventuellement une fin d'année positive, d'accord? Donc vous pouvez être finalement dans une figure qui va être beaucoup plus grande, une espèce d'immense biseau ou d'immense fanion, et derrière vous allez avoir du zigzag. La problématique de ce zigzag-là, il y en a deux, c'est que la première, c'est que souvent il n'y a pas d'immense opportunité pour les long-termistes. Là, il y en a eu quelques-unes avec notamment les publications, mais sinon, généralement, vu qu'il n'y a pas énormément de volatilité dans un second temps, eh bien, vous avez pas forcément de grosses opportunités, de grosses baisses majeures. Et l'inconvénient aussi, c'est qu'en swing trading, vous n'avez pas forcément de direction, donc aussi, vous n'avez pas forcément énormément d'opportunités. Voilà. Disons que il faut les trouver. Et donc, il faut avoir un stock picking quand même assez efficace, des bons screeners, etc. Et des bons moyens de filtrer les différentes configurations.
Donc voilà, et donc on en est là. Là, on est, si vous voulez, on est sur le premier coup de marteau. Donc là, c'est très difficile de savoir quelles vont être les réactions. On va avoir des réponses la semaine prochaine. Le marché va digérer toutes les news. On va avoir un mois d'août qui probablement va également beaucoup zigzaguer, sauf catastrophe. Donc voilà, je ne m'attends pas à des performances extraordinaires sur les indices. Maintenant, on verra, hein, tout peut changer. Je veux dire, il suffit d'une news, hein, il suffit qu'on ait une news positive sur différentes choses pour que évidemment tout change. Donc on va rester bien sûr tout ce mois d'août au cœur de l'actualité sur les réseaux sociaux et bien sûr sur la vidéo hebdo pour vous dire un petit peu si les choses évoluent. Donc voilà, pour le moment, les scénarios étaient plutôt bons, même très bons, donc plutôt content. On reste pour moi vendeur tant qu'on reste sous les 7700 points. Donc le CAC Small, alors lui c'est un petit peu différent, hein, le CAC Small, puisqu'il est toujours très résilient, même si aujourd'hui, voilà, on a un peu une figure de retournement. Vous avez dit, je mets en mensuel? Non, c'est pas le mensuel, c'est l'hebdomadaire peut-être, voilà. Donc je vous avais dit attention, cassure du top, donc dans l'ellipse, il faut faire attention. Je vous avais dit, ici, voilà, quand on avait cassé le top, on avait progressé de 6%. Et ici, on a cassé le top et on a progressé de 6% également. Donc je dis pas qu'on va avoir la même chute, j'espère pas en tout cas. Et j'espère pas qu'on va avoir la même chute de 36% derrière. Mais c'est quelque chose qui peut, en tout cas, amener à minima à une consolidation. D'accord. Voilà, donc nous verrons encore une fois, mais je ne suis pas certain qu'on ait forcément d'immenses opportunités. Donc on a tapé d'ailleurs le haut de canal, voilà, le haut de canal qui est ici. Hop, je ne sais pas si c'est très clair. Je vais enlever ma moyenne mobile, voilà, pour que ce soit un petit peu plus clair. Voilà. Vous reliez ce point ici, ces deux points-là avec celui-ci. Voilà, on a tapé, on est dessus. Donc il faut laisser un petit peu mûrir, hein, tranquillement. Il faut laisser mûrir et observer s'il y a des congestions, s'il y a des choses comme ça. Voilà. Pour le moment, comme je le dis souvent, quand il y a beaucoup de volatilité, globalement, il faut rester à l'écart. On passe aux actions et on va mettre des graphiques pour certains un peu long terme. Donc on passe aux actions. Alors Ernest, donc là c'est pareil, hein, je le dis, il y a beaucoup de gens malheureusement qui se jettent sur Hermès à la moindre publication. Donc suite effectivement à la publication, donc la publication, elle a eu lieu, voilà, à la baisse de la publication. Donc j'ai vu beaucoup de gens se jeter sur Hermès ici, donc depuis le gap baissier, donc à l'ouverture hein, d'Hermès, et donc depuis, bah, ils sont en perte de 10% en 3 jours. Donc attention, attention, Hermès c'est une valeur extraordinaire, nous sommes bien d'accord, mais n'oubliez pas que vous avez des valorisations qui sont exigeantes et à la moindre déception en termes de croissance, bah, le marché n'hésitera pas à les sanctionner. Et le problème, c'est que moi, je ne suis pas persuadé que nous allons entrer dans, je peux me tromper, mais je ne suis pas persuadé que nous allons rentrer dans un environnement de ces prochaines semaines, ces prochains mois, où la croissance sur le luxe va exploser à la hausse. Donc attention, ce marché peut également davantage corriger. Pour le moment, on est dans une figure de, voilà, comme ça, porte-voix, ce qu'on appelle. Donc il y a deux possibilités. Alors le porte-voix, c'est une figure qui finit généralement toujours mal, hein. Donc c'est une figure c'est une figure comment dirais-je, de baisse de momentum. Je cherche le mot, mais je vais le retrouver. De baisse de momentum, on va dire, et donc de perte de momentum. Et donc souvent, voilà, souvent ça finit par casser par le bas et on a la chute, hein, d'accord. Donc, d'essoufflement, voilà, je cherchais, merci, on me l'a soufflé, j'ai entendu quelqu'un qui m'a soufflé. Figure d'essoufflement, donc, également, cet expanding flats, ce qu'on appelle aussi, pour ceux qui font un petit peu de wave. Donc, voilà, souvent ça finit par le bas. On peut avoir un autre rebond, sauf que ça finit souvent par le bas. Donc, ma conclusion là-dessus, c'est que pour moi, encore une fois, Hermès, si vous voulez en acheter, très bien, pourquoi pas, mais faites attention toujours d'en acheter petit à petit. Vous avez trois zones majeures sur Hermès. À vous de voir après la répartition, mais vous en avez trois. Vous en avez une petite. Je dis trois zones majeures, mais arrêtez, il y en a deux majeures et une petite. La petite, nous y sommes. Donc celle-ci peut générer du rebond, etc., etc. Ok, très bien. Donc je dirais aux alentours voilà, des 2000, 2100. On y est, grosso modo, nous y sommes. Voilà.
La deuxième, qui est beaucoup plus intéressante en revanche, c'est les plus hauts ici de 2021 et les plus bas de octobre. Donc là, vous êtes aux alentours des 1600. Et la troisième, en cas de catastrophe, c'est beaucoup plus bas, c'est à proximité de ce support oblique de long terme. Donc moi, je pense qu'il faut faire quand même attention. Je pense que ce graphique-là, c'est un graphique qui peut également baisser. Donc, encore une fois, si vous rentrez, moi, ce que je vous conseille, c'est d'accumuler petit à petit dans les zones indiquées ou dans vos zones, hein, si vous voulez retracer et faire vos propres zones, bien entendu, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour Hermès, prudence, encore une fois, PER de 50, moi, je le laisse. Malgré tout, même si c'est une très belle valeur, je préfère laisser ça de côté pour ma part. Allez, j'accélère parce qu'on est déjà à 35 minutes. Donc, Air Liquide, très attendu. Donc, Air Liquide également, hein, bon, très belle publication. Moi, ça ne m'intéresse pas sur ce niveau-là. Je me répète, hein, je sais que la semaine dernière, je l'ai dit et on m'a dit, ah, mais bon, du coup, voilà. Mais en attendant, moi, les zones, je vous les ai indiquées, je ne change pas mon avis. Et d'ailleurs, vous avez vu hein, la publication, ben, au final, même si sur le coup elle a été saluée, on le voit, ben, finalement, voilà, elle a été saluée ici, ben, finalement derrière on est allé chercher un nouveau plus bas. Donc on est appuyé sur la M200, très bien, mais à titre personnel, que ce soit en trading ou que ce soit en investissement, je ne touche pas sur ces niveaux-là. Sur ces niveaux-là, ça n'enlève rien à la qualité de l'entreprise, hein, attention, mais je ne touche pas sur ces niveaux-là Air Liquide. Dans la même veine, que Hermès, 3 niveaux d'opportunité, une petite opportunité ici, une belle opportunité et une opportunité fantastique par là. Voilà, donc à vous de voir 150, 120 et 85, à vous après d'accumuler, voilà, chacun, moi je ne fais que donner des indications un petit peu et après eh bien sûr, c'est à vous de jauger, c'est à vous, surtout, c'est toujours le plus important, hein, de faire votre propre analyse. Si votre propre analyse est en accord avec la mienne, bon, tant mieux. Si elle ne l'est pas, prenez la vôtre. Hein. Moi, je ne suis pas meilleur que vous. Donc, voilà, je n'ai pas la capacité de trouver des zones qui sont peut-être plus intéressantes que vous. Je fais juste que partager mon humble avis, mais qui vaut ce qui vaut. D'accord. Donc voilà, voilà, c'est pas faire preuve de modestie de le dire, c'est la réalité. Donc voilà. L'Oréal. Donc L'Oréal, pareil, ça ressemble comme de gouttes d'eau également à Air Liquide. Donc moi, effectivement, hein, on tient très très bien sur L'Oréal, mais voilà, je suis pas acheteur. Minimum un retour sur le bas de canal plus cette zone-là, donc les 300, et après, si ça part en cacahuète, on verra plus bas. Vous avez également la moyenne mobile à 200 mois qui est par là, donc on verra. Peut-être on peut avoir les deux, c'est-à-dire on peut avoir finalement un conglomérat, c'est-à-dire qu'on peut avoir cette moyenne mobile qui vient ici, et, pardonnez-moi, et on peut avoir un cours qui reviendrait là. Donc ça peut être pour le coup une belle peut-être première opportunité. Il y aurait un renfort là à garder quand même au cas où. LVMH, ben c'est compliqué, voilà. En unité de temps mensuelle, on a cassé ce support oblique, on a fait le pullback et on est dedans. Alors, maintenant, lorsque je zoome un petit peu, on n'a pas lâché quand même. Hein. On n'a pas lâché, on le voit, on est dans la construction. Alors, c'est pas terrible, mais on est toujours dans la construction. Vous avez, la figure est incomplète, donc j'ai le haut, mais j'ai pas le bas de la figure. Donc, visiblement, pour la résistance, c'est plutôt ça que le marché est en train de voir. Pour le support, on peut le voir de différentes manières. Il y a celui-ci, mais vous pouvez également avoir un support horizontal. Donc, on verra. Là, on est en train de titiller justement ce support oblique. Bon, pour le moment, ça ne réagit pas vraiment. Donc, nous verrons éventuellement. Mais voilà, pour le moment, on est toujours quand même dans la construction. Vous pouvez avoir ça également. Donc, voilà, pour moi, il manque, si vous voulez, des bougies. Il faut laisser le marché encore construire pour pouvoir avoir un petit peu plus d'éléments et tracer correctement. En revanche, la plus détestée du luxe, hein, sur laquelle on a beaucoup tapé, Kering. Alors elle, par contre, c'est très positif hein, ce qu'elle est en train de faire. Bon, évidemment, vous vous souvenez, on avait beaucoup parlé de cette congestion, on avait parlé de la cassure, on avait parlé du pullback. Vous reprenez d'ailleurs la vidéo du jeudi 17 juillet, voilà, on avait proposé un achat au-dessus. Et donc, alors par contre, ce qui est très intéressant quand même, hein, c'est ce qu'elle est en train de faire, hein, parce que vous avez cette oblique ici baissière, sur laquelle on s'est appuyé ici. Pour moi, on a cassé l'oblique, et alors ce qui est positif, c'est que dans un marché à tonnes, dans un marché décevant, dans un marché qui corrige, bah elle construit. Donc, évidemment que si la semaine prochaine, le CAC se pète la gueule, Kering résistera pas, hein, c'est peu probable.
Mais par contre, si on a un CAC qui se tient, qui joue son rebond, etc., bah, Kering peut également casser par le haut et faire quelque chose de pas mal. Donc Kering, c'est plutôt positif. De toute manière, Kering, voilà, tant qu'on tiendra cette zone ici en bleu, et même, je dirais, la zone en rouge, mais surtout la zone en bleu, parce que si on revient quand même sur la zone en rouge, je suis un peu plus pessimiste. Mais voilà, vous avez un gap haussier qui a été ouvert ici. Voilà. Tant que vous tenez cette zone de gap, c'est pas mal sur Kering. Et l'objectif, bah, c'est de venir justement fermer ce gap-là, qui est toujours ouvert, dans lequel nous sommes pas encore arrivés. Voilà. Venir tester l'entrée de gap et éventuellement tester sa fermeture. Voilà pour moi les objectifs sur Kering. Donc c'est plutôt pas mal. Thales, je vais la mettre en unité de temps longue. Donc pour moi, Thales, mais ça fait un moment, comme Dassault Aviation, etc., que je vous dis attention pour les investisseurs. Moi, ce que je vois, c'est que Thales était dans un très très joli canal haussier pendant des années et des années. Donc quand même, c'est pas rien, de 1991 jusqu'à 2024. Donc on parle de 35 ans quand même dans un canal haussier. On est venu taper la borne haute. Et pour moi, derrière, gros, pour les raisons qu'on connaît, gros aspect spéculatif. Et voilà, pour moi, on est dans la digestion. Il y a deux possibilités pour moi sur Thales. Au mieux, vous avez la figure intermédiaire. Et là, vraiment, bah, on démarre une nouvelle tendance avec un nouveau canal complètement, etc., etc. C'est-à-dire qu'on aurait quand même quelque chose qui pourrait ressembler par exemple à ça. Voilà. D'ailleurs, il est assez propre, ce canal, ou même celui-là. Bon, qu'importe, on s'en fiche. D'accord? Donc vous avez compris l'idée, grosso modo. Hein. Donc c'est soit on construit un canal qui serait comme ça, le marché décide voilà, de faire un truc comme ça, et là du coup, bah, vous avez du zigzag, vous congestionnez et vous redémarrez une nouvelle tendance. Soit, par contre, effectivement, bah, vous revenez ici, vous réintégrez le canal, etc. Dans les deux cas, je pense que même ici, ce ne sera pas forcément une opportunité pour les investisseurs, parce qu'on est quand même revenu sur des beaux niveaux de valorisation. Faut faire attention. Par contre, pour les traders, ouais, il y aura peut-être des opportunités effectivement à saisir. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'y est pas. Voilà, à part de l'intraday pour certains, et encore, Thales, c'est une valeur un petit peu compliquée à trader en intraday parce qu'il y a une petite amplitude directionnelle et que voilà, pour vous des décalages, c'est un peu juste. Pour autant, voilà, pour ceux qui veulent faire que de l'intraday sur des excès baissiers, il peut y avoir éventuellement des choses à faire sur Thales. On passe également à d'autres actions qui ont souffert, avec notamment Stellantis. Stellantis, donc voilà, on en est là. Je prends du recul, je vais pas zoomer parce qu'il n'y a pas grand chose à voir en zoomant. Mais voilà, on est toujours à proximité de ce support oblique haussier. Évidemment, les résultats sont pas bons. C'est pas une surprise. Mais voilà, au moment où on se parle, on n'a pas lâché quand même ce support. Donc nous verrons effectivement si on a la capacité de rebondir et éventuellement de casser. Il faudra bien sûr que le CAC également se reprenne. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Si vous êtes investisseur et que vous souhaitez acheter du Stellantis, vous avez plusieurs zones. La zone où nous sommes, vous avez également la zone aux alentours des 5 euros. Et enfin, vous aurez la zone aux alentours des 2,40 €. Voilà les trois zones d'investissement. Voilà. Après, il faut croire en Stellantis. Ça, c'est à chacun de voir midi à sa porte. Mais les zones, elles sont grosso modo là. Une action que j'aime beaucoup, qui est Bouygues, mais qui arrive sur un gros niveau également de résistance. Donc voilà. Donc pour le moment, on a bloqué, mais on voit qu'il y a une petite réaction aujourd'hui. Donc il faut voir. C'est une action qui se regarde quand même. Donc il y aura une opportunité si, pour les investisseurs qui aiment acheter sur repli, si on revient par là. On l'a vu, ici ça avait fait support, 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 support. Donc éventuellement dans la zone des 30, ça peut être une belle opportunité. Ou alors, si on arrive par momentum à breaker la zone des 40 €, ça peut être intéressant. Donc voilà pour Bouygues, Vinci, ça fait un petit moment eh bien que voilà, on en avait parlé, je vous avais dit attention, cette zone est une zone de prise de bénéfices, petit excès haussier, derrière, bon, il y a une correction qui n'est pas méchante, hein. Alors ça fait 7%, ça fait pas mal pour Vinci, parce que c'est une action peu volatile, mais pour le moment, c'est pas plus méchant que ça. Attention, par contre, s'il y a une réintégration, même si la baisse, encore une fois, de 10%, elle est là, et que de 8%, elle est là, et qu'on peut voir ça comme une opportunité, pour moi, ça n'en est pas une. Là aussi, Vinci, c'est bien valorisé. Minimum, retour sur le support oblique ici en pointillé, mais voilà, là où, pour moi, ça commencera
à devenir intéressant, c'est lorsque, voilà, potentiellement, vous allez revenir sur les zones vertes et notamment MM 200 mois, etc. Donc éventuellement sur la zone des 100, éventuellement sur la zone des 80. Je ne peux pas vous donner exactement les prix. Pourquoi? Parce que, évidemment, le graphique évolue. Vous avez bien compris que si on chute, encore une fois, comme ça, j'exagère volontairement, ou si on fait une consolidation comme ça, ben, vous n'avez pas le même prix ici que ici. Donc, encore une fois, je vous donne un prix à peu près approximatif, mais à vous de tracer les mêmes canaux que moi si vous êtes d'accord avec l'analyse et à attendre potentiellement. Vous pouvez mettre d'ailleurs des... Tiens, une petite astuce, des alertes sur les supports obliques. Je vous donne un exemple. Petit exemple, vous faites ça, comme ça, là, vous voyez, vous me faites un support oblique comme ça. Et ce que vous faites, vous cliquez sur l'alarme ici, la sonnette, et vous cliquez sur le support que vous avez fait ici. Clac. Et vous mettez créer l'alerte. Voilà. Et vous voyez en bas la petite clochette là. Du coup, ce qui fait que ben, lorsque vous allez toucher le support, vous avez l'alerte sur ProRealTime. C'est quand même super. Donc voilà, je rappelle que vous pouvez également maintenant le faire sur l'application mobile. Hein. C'est quand même cool ça aussi. C'est gratuit, hein, téléchargez-le, franchement, ça coûte rien. Et vous pouvez même synchroniser votre compte PC avec votre smartphone. Donc, ce qui fait que ben, voilà, les tracés que vous faites sur votre ordinateur, ben, vous les retrouvez en fait sur votre téléphone. Quand même super. Voilà, je ferme la parenthèse. Bouygues, Vinci, Ipsen désormais. Donc Ipsen, alors là, Ipsen, on a fait le pullback sur l'ancien support cassé, ça m'embête un peu. Je vais vous la montrer en hebdo, je crois. Voilà, en hebdo. Ce qui m'embête un peu, c'est ça. C'est qu'on avait pour moi ce support oblique haussier, on l'a cassé, on a fait le pullback. Il y avait une réduction de volatilité dont on avait d'ailleurs parlé à jouer en swing. Alors je sais plus si c'était avec la vidéo hebdo ou avec MTT, peu importe. Oui, voilà, on avait joué la cassure ici, et derrière, voilà, il y a eu une superbe mouvement, voilà, mais c'était du swing, c'était, voilà, faut pas hésiter à prendre des mésites, 10%, derrière, pouf, pullback, et on revient même ici. Donc attention, c'est pas terrible, il faut attendre la prochaine congestion, il y a pour moi pas grand-chose à faire, honnêtement. Donc voilà, plutôt de la patience sur Ipsen, mais c'est un titre qui est plutôt pas mal. Métropole TV, donc... Alors, Métropole TV, la config, elle est pas si affreuse que ça. Donc on est pour moi, alors gros niveau d'opportunité, toujours la même. Si on revient voilà, bas éventuellement de range, donc sous les 10,50 € jusqu'au 8, tout ça c'est une belle zone d'accumulation. Et en journalier, donc en journalier, ce qui est plutôt pas mal, mais il faut patienter quand même. Hein. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que voilà, on a cette oblique là, et là on est plutôt en train de construire au-dessus. Donc on est quand même au-dessus de la M200, on est quand même dans cette congestion-là. Donc à voir si éventuellement ça peut breaker. Voilà, maintenant, pareil, MMT, c'est plutôt une action pour investir pour moi que pour trader. Parce que, vous voyez, les mouvements, vous voyez comment elle est assez erratique, elle n'est pas vraiment directionnelle. Toujours un peu galère pour moi de trader ces valeurs-là. Donc voilà, plutôt molle, plutôt une valeur molle et surtout erratique. Donc je mets ça globalement de côté, généralement pour le swing trading. Hein. Bon, Airbus, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, toujours pareil. C'est pas, alors c'est très ferme, hop, c'est très ferme, mais c'est pas une zone d'opportunité. Voilà, éventuellement le support oblique, mais pas plus que ça finalement. Donc bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Il n'y a pas grand-chose à dire. On a cassé le top. Attention, on fait le pullback, il est un peu violent. Donc éventuellement, si on a voilà, éventuellement si on a une, oh, pardonnez-moi, éventuellement si on a une congestion par là, ça peut être éventuellement quelque chose, mais franchement, je vois pas forcément une opportunité forte. Ça aussi, ça commence à être bien valorisé hein, maintenant Airbus, donc plutôt de la patience là-dessus. Danone, alors Danone, pas de regret, j'attendais moi sur le support oblique, elle n'y est jamais allée. Donc voilà, elle a presque touché. J'attendais ce support oblique là. Donc on en avait beaucoup parlé dans cette congestion là, dans cette congestion là, dans cette congestion là. Donc voilà, on avait également déterminé que c'était le gap, l'entrée du gap qui serait un objectif. Derrière, on a eu la consolidation, l'annonce des résultats qui sont très bons. Mais voilà, on n'a pas touché exactement le support oblique. Donc voilà, pas de regret. Et puis de toute façon, il y avait les résultats. Donc moi, vous le savez, je n'achète pas la veille des résultats. Bon voilà, j'ai pas franchement de gros niveaux d'opportunité là à l'instant T sur Danone. Hein. Franchement, donc si vous en avez, il n'y a rien qui justifie le fait de vendre. Pour moi, Danone, elle ira péter le top. Donc je pense que Danone, son destin c'est qu'elle aille péter cette zone en vert. Mais vous voyez que le ratio gain-risque, allez, admettons que vous achetez maintenant,
Donc vous achetez par là, vous mettez par exemple un stop d'invalidation sur le dernier plus bas hein, du mois de juin, pour moi c'est un stop par là. Vous visez par exemple un objectif, donc le sommet, bah, vous voyez que bah, ça vous fait une invalidation à 12% et un gain potentiellement également à 12%. Donc si vous voulez, le ratio gain-risque pour moi, pour l'investisseur, comme pour le trader d'ailleurs, il n'est pas en votre faveur. Pour moi, il y a mieux à faire. ASM International, donc très très belle valeur aussi, mais là pareil, beaucoup se jettent sur ASM International. Attention, attention, on a le temps minimum revenir voilà, par là, je dirais, voilà, minimum une zone d'accumulation par là, à proximité du support oblique, et après vous avez d'autres zones, attention. Hein. Donc on ne sait pas ce que le marché peut faire. Hein. Donc le marché peut éventuellement viser ces zones-là, donc zone d'accumulation éventuellement sous les 385 jusqu'à 330, et si ça lâche, il faut du renfort, sous les 230 et les 180. Je sais que certains disent ça ira jamais, etc. Très bien. Au même titre que LVMH ne pouvait pas aller là où elle est aujourd'hui. Au même titre que Stellantis. Vous prenez les avis il y a à peine 2 ans hein, de Stellantis, ça pouvait pas baisser. C'était déjà là-haut, sur les sommets, c'était déjà peu valorisé Stellantis. Ça n'a pas empêché de. Donc, des événements dans un cours de bourse, il y en a tout le temps. D'accord. Donc, SM International, malgré la qualité de l'entreprise, j'adore moi SM International, comme holding d'ailleurs, malgré tout, vous pouvez avoir des baisses majeures. Voilà, ça peut arriver. Donc, encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de prédire l'avenir, parce qu'on n'en est pas capable, on n'a pas la capacité de faire ça. Par contre, on peut se préparer en mettant des petits ordres tranquillement, au cas où, on a une opportunité. Vous savez, les plus belles performances se font sur des opportunités incroyables. Et incroyable, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'était au départ incroyable. C'est arrivé, mais c'était incroyable. Donc, est-ce que ça paraît incroyable que ASM International vienne sous les 225 euros? Oui, ça paraît incroyable. C'est pour ça qu'on peut s'y préparer au cas où. Voilà. Et si on arrive là, peut-être qu'en effet, ce sera une très très belle opportunité de long terme. Voilà. Reworld, donc elle a briqué, alors elle est revenue un petit peu en arrière, hein, bien entendu, puisque elle a subi aussi le marché. Donc c'était pas mal. On a tenté ici le break, donc derrière repli. Pourquoi pas? Pourquoi pas, effectivement, le scénario du faux breakout, donc à suivre. Si on arrive à réintégrer et derrière à nous faire une petite congestion et un petit signal de retournement pour ensuite démarrer une nouvelle tendance. Voilà. Tout ceci serait invalidé pour moi si on passe sous la MM200. Voilà. Donc on a cassé la M200, maintenant on a, pourquoi pas, une petite figure intermédiaire qui va s'opérer. Et si on a ça, alors il faudra participer éventuellement à la cassure par le haut. Nexity qui s'est également très bien reprise. Nexity, donc voilà. Alors, elle s'est bien reprise, hein, donc on vient d'un gros rebond de 60%, c'est colossal, mais lorsqu'on regarde le graphique mensuel, on le voit à peine, hein, ce rebond. Donc là aussi, il faut être prudent dans tout ce qui se fait. J'efface tout volontairement, parce que pour moi, encore une fois, voilà, il faut faire attention. On a quand même des zones ici de plus bas historiques. Donc vous pouvez très bien, si vous voulez être ici dans une espèce de biseau, ce qui est pour moi un biseau descendant, qui s'achèvera, je l'espère, parce que j'aime bien Nexity, qui s'achèvera, je l'espère, par un nouveau plus bas, et là, éventuellement, le signal de retournement. Donc pour moi, l'investisseur doit encore faire preuve de patience, et éventuellement attendre un dernier plus bas pour ensuite repartir à la hausse. Je pars de l'investisseur, trader. Il prend, comme on l'a vu en unité journalière, il prend une réduction de volatilité, il prend la cassure et il joue le momentum. Mais l'investisseur de long terme, pour moi, il est plutôt sur de l'accumulation sur repli un peu exagéré, on va dire. Voilà, grosso modo. Eramé, donc Eramé, on en est là. Si j'écris mal, ça va pas le faire. Eramé, donc elle est là. Pareil, voilà, pas grand chose à dire. Je crois que je vous avais fait un petit. Ouais, voilà. Il y a un petit moment, on avait parlé de ce genre de choses. Je suis toujours dans le même état d'esprit, voilà. Donc pour moi, on aura une opportunité à proximité. Donc voilà, sous les 25, pas avant, sous les 25. Et ensuite, nous verrons si on a un signal de retournement. Donc on est toujours dans le zigzag.
qui peut durer. Voilà, est-ce que c'est vraiment cette figure que Erame est en train de nous montrer ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, globalement, ou alors comme ça d'ailleurs, mais voilà, globalement, c'est plutôt, je vais attendre encore un dernier plus bas pour être intéressé sur Erame. Donc pour moi, trading comme investissement, et on n'est pas forcément sur un niveau d'opportunité. Rémi Cointreau, donc qui nous a bien déclenché ici le signal, donc attention, hein, le signal de rebond technique, ne pas confondre avec un signal de retournement. Et je vais vous expliquer la différence. Le signal de rebond technique, c'est ça, c'est-à-dire vous avez une première oblique, ou même ici, comment dirais-je, une résistance, je vais la mettre en rouge pour que ce soit plus clair, une résistance comme ça, horizontale. Et donc, voilà, vous cassez tout ça dans un premier temps, donc vous avez une belle zone de résistance, d'accord. Donc vous avez la cassure, donc d'ailleurs assez propre, hein, la cassure, pullback, on redémarre. Donc vous avez effectivement un beau rebond qui s'opère, donc vous avez voilà, 40%, ce qui est énorme hein, pour un rebond, mais en même temps là aussi, comme tout à l'heure sur Nexity, c'est voilà, au prorata de la baisse, regardez la baisse, on le voit quasiment pas ce rebond-là. Et donc, quelle est la différence? Donc, à partir de quel moment est-ce que là, déjà, on peut parler d'un retournement à la hausse de Rémi Cointreau? Non, j'ai fait un tweet là-dessus. C'est pas le cas. Pour moi, quand est-ce qu'on pourra déterminer qu'il y a enfin un rebond peut-être plus avéré, un retournement plus avéré sur Rémi Cointreau? Bah, c'est à partir du moment où vous avez la constitution de la figure intermédiaire. Beaucoup plus large, beaucoup plus... Voilà, vous avez une construction, vous avez une réduction de volatilité, et là, vous avez la cassure. Tout ceci se fait avec une MM200 qui est en train de se retourner à la hausse. C'est là où vous pouvez parler de retournement. Tant que ce n'est pas le cas, c'est du rebond technique. Il ne faut pas hésiter à vendre sur le rebond technique dès que, par exemple, vous pétez une moyenne mobile à 10 jours, voilà, comme ici, hein, vous mettez votre stop, vous pétez la moyenne mobile à 10 jours, là, vous sortez, par exemple, ou vous prenez des gains sur l'objectif, bon, peu importe. C'est pas le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, pour moi, il faut vraiment considérer ça comme du rebond technique. Voilà. Et il faut attendre donc la figure intermédiaire pour avoir un petit peu plus d'infos. Pernod Ricard, c'est la même chose. On a cassé. Alors, sur Pernod, c'est un canal descendant, canal baissier descendant. Donc, s'il est baissier, il est descendant, oui, c'est vrai, vous n'avez pas tort. Je suis fatigué. La semaine a été chargée. Donc, ce qui était intéressant donc, sur Pernod Ricard, c'est qu'effectivement, on avait le canal baissier. On l'a cassé. On a fait même la figure intermédiaire qui était pas mal. On a testé la M200. Donc voilà. Pour le moment, on est loin d'un retournement. Loin d'un retournement. Il va falloir, pour moi, dans un premier temps, eh bien, revenir faire la congestion, recasser tout ça. Il va falloir que la M200 ici, petit à petit, se redresse. Et là, on aura éventuellement un signal de retournement. Pour le moment, ce n'est pas le cas du tout sur Pernod Ricard. Nexans également, c'est pas mal. Donc elle a bien performé, hein, Nexans, pas mal du tout. Il n'y a rien à ce stade qui me fait dire que bah, ça va chuter. On avait parlé, souvenez-vous, de ce support en pointillé là. Donc effectivement, on l'a légèrement enfoncé, mais on voit que même ceux qui ont acheté sur le support à 80, c'était une opportunité. Il y avait une deuxième sous les 70 et il y en avait une dernière sous les 30. Bon, on n'a fait que la première, c'est toujours la même chose, mais par contre, le rebond, quand même, il a été assez important à partir du support, c'est 65% de performance. Donc voilà, est-ce que c'est une opportunité d'achat sur Xens? Pas sûr. On fera comme d'habitude, attention s'il y a une cassure du top, mais est-ce que c'est une opportunité d'achat? Pas sûr du tout. Donc voilà, plutôt prudent. FDJ, donc baisse marquée de FDJ, mais pour moi on est toujours dans la même figure sur FDJ, donc voilà, je n'ai pas changé. Plutôt de l'achat sur opportunité, c'est-à-dire dans cette zone-là. On n'est plus très loin, hein, donc j'attendrai par contre la cassure du bas. C'est-à-dire que, vous voyez, regardez, je vous montre. Donc là où je vous dis souvent la cassure du top, il faut faire gaffe, ben là je vous dis c'est la cassure du bas, souvent qui peut être une opportunité, vous voyez. Donc là on casse le bas, c'est une opportunité. Derrière, on fait un rebond de 39%. Ici, on casse le bas, d'accord. Alors je prends le plus bas, mais même si on prend la cassure du bas, ça fait 23%. Donc voilà, même chose, éventuellement, là-dedans, si vous avez un petit signal de retournement, donc sous les 27, 26, ça peut être pas mal. Et une accumulation supplémentaire, par contre, aux alentours des 20. Incroyable, hein, le parcours. On va peut-être revenir au niveau du lancement hein, de FDJ en bourse, hein, on a été introduit ici à 23. Donc finalement, aujourd'hui, on a progressé que de 18% en 6 ans. Après, par contre, après, c'est là où c'est spectaculaire, hein, après avoir progressé de 124%. C'est pour ça que même quand on est long terme,
comme je le dis souvent. Il y a beaucoup de gens qui se cachent sur... C'est ça, en fait, pour ça que je suis toujours, vous le savez, pro long terme. Mais il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui se cachent derrière cette expression « je suis long terme ». Donc je suis long terme, en gros, hein, c'est mon totem d'immunité. Donc même si je suis à moins 10, moins 20, moins 40, moins 60 sur ma position, c'est du long terme, pas vendu, pas perdu. Ça me gêne toujours. Ça me gêne toujours cette expression-là. Donc c'est pas parce qu'on est long terme qu'on peut se permettre de faire n'importe quoi en se disant de toute façon un jour ça ira plus haut. Les choses évoluent. Plus vous êtes exposé à une action longtemps, plus vous avez de chances que cette action se casse la gueule. Parce que plus le temps passe, plus vous avez les probabilités de vous rapprocher vers un événement qui fera que votre action subira de graves conséquences. Voilà. Je prends souvent l'exemple, j'ai plus exactement l'année, mais je crois que par rapport aux années 80 ou 90 sur le Dow Jones, par rapport à toutes les valeurs qui étaient dans le Dow Jones, il n'y en a plus qu'une qui est General Electric qui est dedans. Le reste, elles ont disparu. Ou elles ont été rachetées, ou elles ont eu une mauvaise résultat, elles ont été sorties. En tout cas, elles ont été remplacées, ça c'est sûr. Donc attention de ne pas comparer la performance des actions de manière individuelle à celle des indices majeurs qui, eux, finalement, font du trading. Parce que quand on achète un ETF en disant c'est passif, non, c'est pas passif, c'est du trading quand vous achetez un ETF, sauf que c'est pas vous qui le faites, c'est tout. Mais évidemment, les indices eux-mêmes font des modifications très régulièrement. C'est grâce à ça, d'ailleurs, c'est grâce à cette gestion active que vous avez bien entendu de la performance. Sinon, il n'y en aurait pas. Je crois que il y avait comment dirais-je, des statistiques là-dessus qui disaient que, bah, en fait, si le momentum n'était pas aussi bien pris en considération dans la constitution donc, des indices, on aurait une perte de performance de l'ordre de 70% sur les 30 dernières années. Il faudrait que je retrouve ce graphique que j'ai vu, c'est absolument incroyable. Donc voilà, pour vous dire que beaucoup de gens disent on fait des ETF parce qu'on critique la gestion active, mais les ETF sont de la gestion active. Sauf que ben, c'est pas vous qui la faites, c'est tout. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Je continue avec Téléperformance. Donc Téléperformance qui est également en forte chute. Donc c'est décevant, bien entendu, avec une baisse, des résultats qui sont pas catastrophiques, mais décevants. Donc là, on pète le bas. Donc il faut voir quand même la réaction du marché parce que ça se regarde, mais c'est du trading pour le moment. Rien de plus sur Téléperformance qui déçoit à nouveau. Forvia, donc Forvia également qui s'est bien reprise, hein, c'est super bien reprise. Donc là, pareil, regardez, hein, les plus bas historiques, voilà, plus bas historiques et derrière, regardez le rebond fantastique. Donc voilà, vraiment pas mal du tout. Par contre, attention, il faut faire gaffe. On a cassé ce top là, donc attention. Par contre, même si je dis ça, donc on a comblé le gap, etc. On est toujours, pour moi, voilà, on est au-dessus de l'indice journalière. Et ce qui est pas mal, hein, c'est que on fait une petite congestion. Donc elle a reculé un petit peu avec bien sûr les indices, mais lorsqu'on regarde finalement c'est assez net. Donc plutôt pas mal, et je dirais même à suivre, si on arrive à redépasser notamment la zone des 11,30, on peut avoir un petit signal haussier, pourquoi pas, au-dessus des 11,31 exactement, avec un stop d'invalidation par exemple par là, et on continue d'accompagner le momentum. Voilà. Après Forvia, on passe à Alstom, qui est pas mal, enfin pas mal, tout est relatif, mais qui avait été pas mal en tout cas, puisqu'on était arrivé en intraday à breaker voilà, la zone ici. On revient, on regarde un peu ce retour en arrière, hein, dès qu'on tape l'objectif. Donc voilà, l'objectif c'était le comblement du gap, qui était ici. Donc voilà, dès qu'on a tapé le haut du gap, pouf, on est revenu en arrière, donc comme l'ensemble du marché. Maintenant, si on considère que c'est un pullback, bah, il faut tenir. Il faut tenir la zone, il faut construire. Donc on va voir évidemment la semaine prochaine. Pas grand chose à vous dire de plus, il faut congestionner là-dedans. Voilà, investisseurs, ce sera, hop, toujours pareil, la zone ici qui peut être intéressante. Maintenant, Alstom, voilà. On sait que c'est pas forcément une top action non plus. Donc voilà. Mais en tout cas, investissement plutôt à proximité de ce support oblique ici. Accor, donc ouais, on me l'a beaucoup demandé Accor, parce qu'effectivement, alors, on m'a dit ouais, mais c'est bizarre parce que la publication quand même elle est bonne. Pourquoi c'est vendu comme ça? Bah, c'est vendu comme ça parce qu'on a atteint des nouveaux objectifs, voilà. Et voilà, les zones elles sont tracées. Je vous avais proposé déjà 2 achats potentiels. Donc toujours la même. Alors celui qu'on a touché effectivement au mois d'avril, donc éventuellement là. Donc effectivement la publication, moi je l'ai regardée, elle est pas mal du tout, c'est vrai. Mais c'est bien valorisé, d'accord, c'est bien valorisé. Et voilà.
du coup, le marché, ben, à un moment donné, prend des bénéfices aussi. Donc, vous avez cette baisse. Beaucoup se sont jetés dessus. On peut avoir du rebond, oui. Moi, je l'ai joué un petit peu en intraday, mais pour de l'investissement, pas encore convaincu que ce soit une grande opportunité. Donc, attention de bien garder éventuellement du cash pour renforcer sur ces zones là et là. C'est-à-dire, grosso modo, la zone des 35, 34, 35 et éventuellement un petit peu plus bas sur accord. Antin qui se. Alors, c'est une petite valeur. On en a parlé pas mal sur MTT, notamment avec cette cassure-là. Alors, est-ce que. Donc, ce qui est intéressant, voilà, sur Antin, hein, on le voit, c'est en mensuel. Donc, baissier, 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 baissier. On est en train de retourner la M10. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, évidemment, hein, ça, malgré tout, tout n'est pas. Tout n'est pas fait. Il faut du temps, etc. Mais je trouve que c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal du tout. Donc voilà, il y a cette grosse zone de résistance. On l'a cassé, on a fait le pullback. Donc ça se suit, ça se regarde. Bon, c'est pas l'action la plus nerveuse et la plus volatile, mais à partir de là, voilà, il faut voir si on a une opportunité pour jouer éventuellement de la hausse. Qu'est-ce qu'on a encore? On a du Katana. Katana, ben, c'est pas mal. Après la baisse, elle s'est quand même bien reprise. Voilà. Donc on est toujours. Donc, moi, je vous avais indiqué deux niveaux d'achat potentiels pour le long terme. Ben, les deux, donc on était là. Donc les 3,50 et la deuxième, elle est là. Donc voilà, je change pas. C'est plutôt pas mal. Hein, elle résiste bien. Donc voilà, ça c'était une petite proposition d'achat. Donc voilà, éventuellement, pourquoi pas, pour aller retrouver l'oblique, ça peut être pas mal. Mais c'est toujours aussi de très long terme, hein, c'est toujours haussier, malgré les difficultés du groupe, c'est quand même globalement toujours haussier, donc sur Katana, à ce stade, sur du, bien sûr, long terme, hein, bien entendu. Hein. Ensuite, vous avez du A-System. Alors, nous, on avait vendu A-System avant les résultats. Et donc, c'est marrant, on est revenu sur l'oblique. Voilà. Sur l'oblique. Donc, je sais pas trop quoi vous dire. Là, c'est un peu. Voilà. C'est pullback. Donc, il faut attendre. Il faut faire gaffe quand même, mais il faut attendre au moins voilà, une consolidation, un pattern intermédiaire pour éventuellement de la hausse. Mais effectivement, on a quand même. Alors, je ne l'ai pas tracé, donc voilà, peut-être un truc comme ça. Mais effectivement, on a quand même briqué l'oblique, donc c'est plutôt pas mal. Mais c'était surtout ça nous, qui nous intéressait, c'est pour ça qu'on était rentré. Donc éventuellement, attendre un nouveau pattern pour effectivement un système qui est en train, elle par contre, de retourner la tendance. Hein. On le voit hein, avec la M200 qui est en train de s'aplatir. On est en train on a construit la première figure, la petite figure ici, et ce qu'on attend éventuellement, c'est la deuxième. Ensuite, on a XFAB, très belle publication hein, de XFAB d'ailleurs. Bon, ça fait un moment qu'on la suit, on l'a suivi depuis la cassure, donc voilà, pas grand chose à dire sur ça. On revient sur le haut de range. Pour moi, on est un petit peu là aussi dans la construction de figures. D'accord? Donc, à suivre de près XFAB. Si on a éventuellement l'opportunité dans les prochaines semaines d'avoir, voilà, sur un mois d'août avec du zigzag sur les indices, etc., et qu'elle en profite pour se stabiliser, pour construire, on tentera l'achat à la cassure de ce 1, 2, 3 quadruple top, c'est-à-dire la cassure, hein, grosso modo, des 7,05€, quelque chose comme ça. Alpe Company, donc très très belle publication, hein, Alpe Company, voilà, très très belle publication. C'est une très belle société, moi j'ai un très très bon ami qui y bosse, donc c'est une très très belle société. Maintenant, c'est un graphique qui pour moi est un range, donc borne haute, borne basse, donc opportunité d'achat plutôt si on est vers le bas, opportunité de prendre des bénéfices plutôt si on est vers le haut. Donc là on est plutôt grosso modo vers le haut, donc il faut faire gaffe. Et voilà, pour les investisseurs de long terme, c'est plutôt comme ça. Pour le trader, on va attendre plutôt une consolidation un peu comme ça et éventuellement une cassure par le haut pour aller rejoindre le top. À la cassure du top, comme d'habitude, hein, cassure du top, on fait gaffe éventuellement parce qu'on peut avoir un petit peu de grabuge. Mais pour moi, on peut quand même continuer à monter. Juste le ratio gain-risque pour l'investisseur, il est insuffisant. Et puis voilà, là aussi, on revient sur des niveaux de valo qui sont pas mal. Clariane, pas grand-chose à dire. Effectivement, bon là, c'est un rebond prolongé. On avait beaucoup parlé de tout ça. On la suit depuis un petit moment, hein, Clariane. Souvenez-vous, dans cette congestion-là, dans celle-ci, dans celle-là, bref. Mais depuis, quand même, hein, ça s'est largement bien calmé. Donc, voilà, je sais pas trop quoi dire. C'est pas si terrible que ça. Alors là, on a fait le pullback sur cette zone-là.
Mais il faut attendre la construction, les amis, à mon avis, hein. Donc, vraiment, attendez le pattern intermédiaire pour pouvoir jouer un retournement. D'accord? Voilà. Éventuellement, il y avait des choses à tenter là, qui finalement, ça a cassé par le bas. Mais là, je ne vois pas, je vois trop de volatilité. J'imagine que les volumes sont encore costauds. Voilà. Regardez la grosse bougie de volume. Donc, attention, quand on voit beaucoup de volume, il vaut mieux patienter. Même si c'est vrai que depuis 2 jours, quand même, la volatilité se tasse un peu. Donc on est probablement en train de construire, je l'espère, une figure. Meta, donc on part aux États-Unis avec Meta Platform. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est très haussier. Donc voilà, on avait proposé, hop là, ouais, celle-là. Donc voilà, un achat à proximité du support oblique. On l'a même enfoncé et on a réintégré, il n'y a pas grand-chose à dire. Cassure du top historique. Donc il n'y a rien à faire pour moi. Il n'y a rien à faire pour moi sur Meta, si ce n'est voilà, achat éventuellement. Sur repli, cassure du top, on fait attention, comme d'habitude. Les probabilités d'avoir un repli sont quand même assez importantes à mon sens. Donc voilà pour Meta. On passe ensuite à Novo. Bah, Novo, j'en ai parlé la semaine dernière. Et elle a continué malheureusement sa chute. J'ai malheureusement que je sais que beaucoup sont investis. Voilà, donc tiens, j'efface tout. Alors je comprends pas parce que des fois, pour elle, elle ne me sauvegarde pas. C'est un peu pénible. Voilà, c'était cette oblique-là dont je vous avais parlé. Et voilà, l'accumulation, elle serait plutôt vers là. Donc voilà, alors je vois que c'est marrant parce que tous ceux qui faisaient, on a vu hein, des threads sur les réseaux sociaux. Donc là, c'était la meilleure action. Là, c'était une opportunité de fou. Là, c'était certains créateurs de contenu qui étaient leur plus grosse position. Et puis, bon, ben là, les threads ont disparu. On en a même certains qui vendent. Donc voilà, moi, c'est toujours pareil. J'essaye de regarder les niveaux techniques. Et je dis que simplement, ce niveau-là, il va falloir le surveiller de très près. Surtout que voilà, tout le monde est en train de se débarrasser de l'action. C'est pas non plus devenu une daube. Les volumes sont en accélération, donc ça, c'est plutôt négatif. Il va falloir surveiller deux choses, à mon sens. Deux choses. Évidemment, il y a la construction de figures là. Je veux une réduction de volatilité. C'est-à-dire qu'en gros, j'exagère, mais je veux quelque chose comme ça ici. Et je veux quoi? Et je veux également, pour avoir plus d'indications, je veux une baisse des volumes. Voilà. Si on a ces deux facteurs-là dans cette zone-là, je pense qu'il faudra surveiller de très près le retournement. Voilà. Maintenant, oui, en effet, là, pour le moment, bah, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien du tout, donc on attend, on patiente. Vous vous rappelez, hein, depuis cette épaule tête épaule, hein, voilà, depuis cette épaule tête épaule, épaule tête et épaule, vous en avez beaucoup parlé. Ben, regardez un petit peu ce qui s'est passé. Hein. C'est quand même, c'est pas une figure anodine. Donc, lorsqu'elle est déclenchée, il faut quand même la prendre au sérieux. Ferrari, donc Ferrari. Alors là, c'est pareil. Hein, Ferrari, elle a baissé. Attention, c'est bien valorisé Ferrari. Voilà, il faut faire gaffe. C'est pas parce qu'elle a baissé un petit peu qu'il faut se jeter dessus comme du pain perdu. Parce qu'en fait, ce qui me gêne, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que la problématique de ces valeurs-là, pour beaucoup de néo-investisseurs, c'est que pendant des mois et des mois et des mois, ça ne fait que monter. Et vous voyez sur les réseaux sociaux, tout le monde qui en parle, etc. C'est une action extraordinaire, etc., etc., etc. C'est cher, mais c'est normal, blablabli, blablabla, blablabla. Regardez le taux de croissance, etc. Donc, si vous voulez, vous vivez quelque part avec ces publications en vous disant, purée, j'ai raté le train, dès qu'elle baisse, j'en achète. Et la problématique, c'est que dès qu'elle baisse, il y en a beaucoup qui en achètent trop, surtout. C'est pas le problème d'en acheter, le problème c'est d'en acheter trop. Et après, ben voilà. Donc là, déjà, hier, beaucoup se sont jetés à l'ouverture sur, effectivement, la baisse qui était déjà de moins 8%. On est déjà à une baisse supplémentaire de 3,5%, presque 4%. Et moi, je le dis, hein, tout est possible, on peut rebondir avec ça, tout est possible, mais moi, pour moi, on n'est pas sur un niveau d'opportunité. Première opportunité, minimum, hein, le mot est important, minimum, sous les 400 euros. 400 dollars, pardon, 405 dollars. Alors après, vous pouvez l'acheter aussi sur le marché italien, peu importe, sous les 405 dollars. Minimum. Et, j'ose le dire, ne pas omettre que l'oblique de long terme, elle est là. D'accord? Donc, je dis pas, encore une fois, que vous allez faire comme ça. C'est pas ce que je suis en train de dire avant de repartir. C'est possible, mais c'est peu probable. Je dis simplement que vous pouvez aussi être sur un graphique qui est beaucoup monté, voilà, avec un canal aussi qui est beaucoup monté, et vous pouvez avoir tout simplement la correction de ce mouvement-là, voilà, qui va durer des mois ou des années.
Ça, c'est possible. D'accord? Donc le problème, c'est que vous allez investir un petit peu là, et votre capital, peut-être, comme je le répète souvent, pendant des mois ou des années, il va rester immobilisé. Comme LVMH. LVMH, comme Ferrari, fera un jour un nouveau plus haut. Ça, c'est vrai. Je le pense. Malgré tout, si ça prend 10 ans, 15 ans, votre capital il est immobilisé. Donc attention de ne pas être trop pressé et surtout pensez bien à garder du cash pour renforcer au cas où la baisse se poursuit. Ok. Mais enfin, c'est mon avis, hein, il m'appartient, je peux me tromper, et j'espère sincèrement que Ferrari ne va pas faire ça, et que pour ceux qui ont investi très récemment, il va aller vite, vite faire un nouveau plus haut, que certains puissent alléger ou se protéger, etc. Tesla, alors, c'est une des publications les moins bonnes qu'il y a eu, et pourtant, le graphique, c'est pas forcément le plus mauvais au moment où on se parle, on est toujours dans une congestion ici, donc il va falloir voir la sortie. Je pense quand même sur une baisse parce que pour moi, alors pour ceux qui font du wave, pour moi, ça c'est la correction de ça. Donc on va avoir une nouvelle attaque baissière avant d'avoir de la hausse pour corriger donc ce mouvement-là. Donc en gros, ça c'est le A, ça c'est le B, ça c'est le C. Donc ça c'est pareil, ça c'est le A, ça c'est le B, ça c'est le C. Donc pour moi c'est ça, c'est grosso modo l'idée d'une figure comme ça. Voilà, donc pour moi c'est ça. L'idée, c'est ça. L'idée globale, c'est ça. Donc pour moi, opportunité forte si on revient ici. Maintenant, si ça décide de faire le contraire, de casser par le haut, on a un signal également pour pouvoir jouer du trading. Voilà. Donc pour moi, effectivement, à ce stade, pas forcément d'opportunité d'achat. Ceux qui veulent être agressifs, vous pouvez tenter quelque chose, éventuellement à la cassure des 388, pour viser la zone des 370, et si ça passe, plus si affinité sur les 441 pardon, dollars. Ok, on continue. Donc il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup de titres aujourd'hui avec maintenant PayPal. PayPal Holding, donc on est toujours là. Il n'y a pas grand chose à dire. Donc ce repli là, on est au milieu du range. Donc là, franchement, j'ai pas grand chose à dire. Opportunité ici, achat à proximité, retour à proximité donc du support oblique de long terme ou éventuellement la zone en vert, donc grosso modo sous les 60 dollars ou sous les 40 dollars dans l'optique toujours de jouer la cassure ici plus tard des 95 et éventuellement jouer un retournement du titre. Baba, Alibaba, on est toujours pour moi dans la construction, voilà, on en est là, elle n'a pas changé Alibaba, donc à suivre toujours de près, ça se regarde, donc le deal aussi avec les États-Unis met du temps à se matérialiser, on verra l'issue, mais pour moi quand même c'est un graphique qui est plutôt pas mal. Donc il faut attendre, petit signal au-dessus des 124, joli signal au-dessus des 134, et pourquoi pas pour rejoindre les 145 dollars. Et Nvidia, bah j'ai pas changé mon avis, vous le savez, donc à titre personnel, vous le savez, j'ai vendu. Donc j'ai vendu sur le haut, j'ai même vendu hier pour vous dire, j'avais encore un reliquat de tout petit, je l'ai même vendu à 102 ou 103% de performance, je crois. Donc voilà, c'est vendu, pour moi c'est de l'excès, ça peut continuer un peu, mais je trouve que c'est de l'excès. On est revenu sur des niveaux de valorisation qui sont, à mon sens, déjà suffisants, largement suffisants, la saisonnalité, etc. Moi j'en reste là. Pour Nvidia, j'achèterai sur repli, pourquoi pas, sur les 147 ou éventuellement le bas de canal. Trois actions compromis à suivre éventuellement. Donc vous avez d'abord Valourec que j'aime bien, qui fait une belle congestion. Valourec surtout, elle est en train de construire, voilà, elle construit ici, donc on a breaké l'oblique et on fait la pattern intermédiaire. Donc à voir si on tient ça et si on casse par le haut. Donc ça c'est la première, donc pas très spéculatif. Évidemment si on réintègre c'est KO. Mais voilà, éventuellement à suivre en tout cas ces prochaines séances. Ensuite, en spéculatif, vous avez Sequana Medical. Donc c'est une valeur dont je vous avais parlé beaucoup ici. Donc on avait fait un super mouvement. Alors ça paraît petit, mais c'était un mouvement voilà, de plus de 40%, 50% même. Donc c'est la même chose, on a une belle réduction de volatilité. Donc éventuellement affaire à suivre dans ce fanion-là. D'accord. Donc à suivre si on break tout ça. C'est spéculatif, je l'ai bien précisé. Et enfin, vous avez Solocal. Alors là, pour le coup aussi, c'est potentiellement une recovery. Ah ben tiens, malheureusement, elle est en réservation à la hausse. Donc ce qui est très intéressant, c'est que, voilà, alors, je ne vous montre pas le graphique long terme. Hein, le graphique long terme,
c'est une ligne droite à la baisse, mais voilà, c'est intéressant, on a une belle congestion, l'annonce des résultats, donc pour le moment il y a trop de volatilité, rien à faire sauf en unité de temps petite, mais si on a un pattern intermédiaire qui se construit un petit peu à l'image de ce qu'on avait ici, un petit peu plus haut, là, on s'en fiche, eh bien éventuellement on pourra prendre part éventuellement à la hausse et au retournement du titre. Voilà les amis, je vous présente juste le Strainer Trend Following. Le voici, le voilà. Donc comme d'habitude, hein, voilà, le Strainer Trend Following pour avoir quelques idées éventuellement si les marchés se reprennent la semaine prochaine. Peut-être privilégier en partie des actions qui sont issues de ce screener. Le screener est ouvert et est disponible bien sûr sur l'espace membre sur le site le podcast de la bourse.fr. Je vous remercie, je vous embrasse bien fort. Encore une fois, je vous souhaite bien sûr de bonnes vacances à celles et ceux qui partent. Prudence encore une fois sur les marchés tant qu'on ne repasse pas les 7700 points sur le CAC. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour faire un point sur tout ça. Merci encore pour votre fidélité, merci pour vos messages. Merci pour vos commentaires nombreux et merci pour vos likes également qui le sont et vos partages sur les différents réseaux. Je vous embrasse, à plus, ciao.